Est-ce qu'on a besoin? Je suis présente. Alors, tu vas te présenter comment? Non, Non, tu voilà. présentes la séance. Ouais, voilà, ok, voilà. Donc, ça s'appelle un parcours vers une architecture. Ouais. C'est bon, parfait, ok. Faccio Sanremo allora. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence du workshop. Comme vous le savez, les conférences sont obligatoires et auront toutes lieu ici, à l'Amphi 180. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a deux rangées vides, donc normalement, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on commence cette séance de conférence d'aujourd'hui avec celle de Ivan Matamaenza, qu'une partie de vous connaît, et avec une conférence qui s'intitule « Un parcours vers une architecture ». Voilà. Donc, première conférence ce matin et deuxième conférence cet après-midi à 14h. Okay, donc, après la pause déjeuner, on se retrouve ici, même salle, pour assister à la conférence d'Antonio Festa. Je te laisse la parole. Donc, vous m'entendez bien? Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux, même si c'est obligatoire. Donc, pourquoi un parcours? Donc, parce que je me considère encore presque jeune architecte. Je commence à ne pas l'être, mais quand même. Et parce que c'est toujours bien, vous êtes en master, donc de partager les parcours, comment on a réussi à développer une sorte de profession. Les parcours sont tous différents, mais l'école, la société, la profession, deux fois nous amènent vers un type d'architecte, un architecte que deux fois est formé et poussé pour travailler dans des agences d'une échelle moyenne ou grande. Mais on peut chercher des parcours différents. Donc moi, j'ai commencé à travailler à Paris en tant que stagiaire. J'ai venu à faire mon Erasmus à Paris en 2004. Et j'ai fait ça que j'aurais jamais fait à Barcelone, c'est-à-dire d'aller frapper la porte des grands architectes de la ville. Donc à Barcelone, je n'aurais pas osé ici. Je suis allé chez Perrault, chez Nouvel, et donc du coup chez Nouvel m'ont pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un projet à Barcelone d'une brasserie. Et ensuite, j'ai bougé à Barcelone après mon Erasmus et j'ai travaillé sur l'antenne locale, sur différents projets plus ou moins intéressants. Donc celui-là, c'est un projet à Ibiza qui était un peu plus osé que son voisin, qui était pas loin. Un projet que moi, personnellement, j'aimais beaucoup plus. Mais voilà, je suis petit stagiaire, j'ai commencé à avancer et j'arrive à participer aussi à la phase finale de parc de Poblenou et aussi de Jean Nouvel à Barcelone, toujours à Barcelone. Et on termine avec un concours de logement à Majorque. À partir de là, j'ai passé déjà presque 3 ans de profession avec une grande agence. J'ai beaucoup appris, mais j'arrive à pas combler complètement mes inquiétudes, mes façons de... J'adore les processus de conception architecturale. J'avais pris celui qui était développé dans l'agence et je vais à la recherche des autres types de processus. Et c'est comme ça qu'avec un copain, je prends mon sac à dos et on part en voyage en Afrique de l'Ouest. Et on découvre, donc on va à la recherche des projets de la coopération espagnole pour voir qu'est-ce que je fais. Et en même temps, je découvre toute l'architecture traditionnelle et vernaculaire de tout le nord de Mali. En fait, on fait un parcours entre la Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo et Bénin. Et bon, voilà, c'est un voyage lequel j'ai un super bon souvenir. Et c'est grâce à ces voyages que quelques années plus tard, j'ai accès à une commande. Vous verrez un peu plus tard. Et je retourne en Europe et je commence à travailler et à collaborer avec différentes agences. Et je deviens ça qu'on connaît aujourd'hui comme un freelance, que c'était ça, un freelancer, donc quelqu'un qui était... ça, c'est un chevalier bédouin qui luttait en Syrie grâce à des sous qu'il recevait. Donc finalement, on est mené à travailler beaucoup comme ça. D'un côté, il faut faire attention. Deux fois, c'est par précarité laborale. Des autres fois, c'est par un choix
personnel de ne pas vouloir m'engager complètement avec une agence et pouvoir maintenir mon activité à côté de l'agence. Et c'est comme ça que je développe une activité un peu exploitée. J'arrive à travailler à Bamako, à Barcelone, à Paris, à Copenhague, parce qu'on collabore aussi avec une agence danoise. Donc voilà, en fait, tous mes centres d'opération professionnelle, il est un peu éclaté. Et j'ai commencé à faire mes petits projets. Donc les petits projets, c'est toujours la famille. Donc du coup, le cabinet d'ostéopathie de ma sœur. Après, une agence pour des potes, donc du coup toujours mal payé, mais quand même ça permet de faire les premières expériences. Et une maison avec Fina, qui deviendra plus tard mon associé, et comme vous le voyez, avec une emprise carbone assez importante. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que j'appelle aussi la conférence un parcours vers une architecture. Moi je fais part d'une génération qui a été formée d'une façon complètement différente à laquelle vous êtes formés aujourd'hui, avec des sensibilités qui n'ont rien à voir. Donc pour nous, faire un bâtiment, une maison en béton, c'était vraiment jouer avec la matière, parce qu'on était complètement déconnectés de tout un tas des autres réflexions. Ensuite, je continue à collaborer de temps en temps avec des agences internationales. Cela, c'était un concours qu'on avait fait avec l'OMA pour la Rue de la Loi à Bruxelles. Et on avait aussi travaillé pour créer un nouveau pont à Lagos au Nigeria. Donc du coup, c'était avec cette sorte de balancement entre mes petits projets personnels et la collaboration avec des grandes agences, j'avais le choix de collaborer avec des projets que moi tout seul, j'aurais pas pu avoir l'accès. Et en même temps, je continue. Voilà, ça c'est une première image de projet que j'ai fait à Bamako que je vais vous montrer plus tard. Je collabore avec des agences en France. Ça c'est la piscine de Fumel que j'avais fait avec Log Architecte. Et finalement, en 2011, on arrive à collaborer avec Frix Architecte et Big pour faire la Mecca, donc du coup, un grand projet culturel à Bordeaux. Si vous voulez, je vous en parle un peu de ces projets parce que c'est aussi pour moi un point d'étape. En fait, on gagne le concours en 2011 et le projet se développe et s'est construit pendant 7 ans. Donc du coup, c'est vraiment toute une partie de ma vie qui est dédiée à ce bâtiment. Pour moi, c'était architecturalement était très intéressant, mais surtout aussi c'était un grand projet culturel mené par la région qui essayait de mettre ensemble 3 agences culturelles, le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, l'OARA qui s'occupe des arts scéniques et l'OALCA qui s'occupe de livres et de cinéma. Donc il avait tout un tas toute une série de programmes très intéressants qui demandaient d'être en rez-de-chaussée, mais en même temps chacune des entités voulait avoir son identité reconnaissable dans le bâtiment. Il s'était dispersé dans la ville de Bordeaux et c'était que le président de la région qui voulait faire ces grands équipements et qui voulait les rassembler. Les besoins logistiques aussi demandaient que l'OARA, avec la Seine pour l'arrivée des décors, soit en contact avec le rez-de-chaussée. En même temps, le FRAC a une activité énorme des sorties et d'entrées d'œuvres parce que c'est surtout le rayonnement de ces œuvres dans le territoire. Donc finalement, c'est comme ça qu'on arrive à l'idée de la boucle, de comment on disposait chacune des entités dans différentes parties de bâtiments de façon à reconnaître le pont, c'est le FRAC, l'OARA, c'est la cage de Seine, c'est la pile ouest, et la pile est, c'est le ALCA qui est majorement des espaces de bureaux. Donc du coup, on crée un bâtiment qui de plus a fait la liaison entre l'aménagement de berge de la Garonne et le lit avec l'ancien bâtiment des abattoirs. Donc du coup, toute cette boucle en plus nous permet de vraiment relier l'avancement de la ville vers cette nouvelle zone. C'était un quartier, c'est le quartier de Saint-Jean-Belsier, un quartier qui était un peu laissé et que maintenant, grâce à ce type de projet, essayer de retrouver une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça que la Chambre européenne qu'on génère au milieu du bâtiment, c'est un nouveau espace public et un espace public en hauteur et qui permet de se mettre au niveau des toits de reste de bâtiments pour faire la liaison entre le quartier et la Garonne. Comme vous verrez, bon, voilà, autant les coupes que les plans sont assez rigolos. C'est pour ça qu'on a mis tellement de temps à bien le caler et à bien le réaliser. Et vous voyez ici la diversité d'espaces qu'on arrive à retrouver, autant dans l'espace d'entrée, ici dans le hall, où il y a un espace pour faire des petites conférences. La cage de scène, en fait, l'OARA, la grande particularité qu'il a, c'est que, et c'est quelque chose qui peut arriver qu'en France, en fait, c'est une scène à l'échelle nationale, c'est-à-dire avec une cage de scène de 24 mètres pour une jauge de seulement 250 personnes.
parce que ce n'est pas un lieu de représentation, c'est un plateau de travail. Il y a des résidences d'artistes qui passent 2-3 semaines sur place, ils sont nourris, logés, payés, et développent une pièce qui après va rayonner dans le territoire. La salle d'exposition de FRAC et l'espace public. Et comme vous pouvez l'imaginer, donc c'était un chantier assez compliqué, mais que grâce à l'entreprise avec laquelle on a travaillé, on a bien réussi à résoudre vraiment des défis très compliqués de comment la structure porteuse et toute la façade et créer une sorte de trame dans toute la façade qui permet après, d'un côté, de perdre l'échelle de bâtiment. On n'est pas capable de lire les planchers au niveau de l'extérieur. Et à l'intérieur, ça crée, même si on a une sorte d'image à l'extérieur qui semble assez fermée, dès qu'on est à l'intérieur, en fait, le paysage passe et traspasse la façade. Et à nouveau, une empreinte carbone vraiment conséquente, avec beaucoup de tonnes de métal et beaucoup de tonnes de béton. Donc, à nouveau, ces bâtiments, c'est pour ça que c'était un moment charnière un peu pour moi. Donc, c'était très bien. On avait développé une architecture très intéressante pour moi, mais avec des principes qui n'étaient plus valables. En fait, le concours avait démarré en 2011. Ça a mis 7-8 ans à se finir le projet. Et pendant ces 7-8 ans, toutes les sensibilités et la prise de conscience qu'on a eue dans le monde de l'architecture a changé radicalement. C'est pour ça que pour moi, c'est une sorte de point d'étape pour la suite. Après, on a la possibilité de faire des concours avec le ministère. Ça, c'était un concours pour travailler sur des villes résidentielles dans des zones inondables. Il était super intéressant. Mais je passe rapidement pour vous expliquer, par exemple, le pavillon de Bamako. Donc, du coup, la MECA, c'était entre 2011 et 2019. Bamako, c'était 2013. Donc, du coup, contexte complètement différent. C'est un projet que j'ai fait, moi, avec la Fondation Aga Khan. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez entendu parler au moins de prix Aga Khan. Donc, c'est un projet qu'on fait à Bamako, ici, dans la partie nord. Quelqu'un à Bamako avait fait le plan de la ville et avait réussi à préserver cette montagne comme une sorte de petit poumon dans la ville. Et c'est là où il y avait le zoo, l'ancien zoo colonial, et qui va permettre de faire d'un côté le parc, qui va être ici, plutôt ici. Et c'est là que Francis Carré a 2 bâtiments, un centre sportif et un restaurant. Et c'est là que va se développer le zoo. Donc, pour attaquer le projet, la première chose, ce qui était très important, c'est d'y aller sur place et d'avoir une équipe locale sur place qui permettait de faire un échange, un partage pour faire une proposition qui soit ancrée vraiment dans le territoire. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de vraiment étudier le site. On étudie la topo, on identifie un plateau qui est le plus intéressant pour préserver des vues vers la vallée et la ville. Et c'est là qu'on commence à trouver la zone d'opportunité ou créer le nouveau centre de zoo qui était formé par un programme d'un aquarium, un serpentarium, un centre d'interprétation et une petite buvette. D'accord, avec l'objectif de créer une sorte de place d'entrée au zoo. Donc, on analyse le programme. L'intention du client, c'était plutôt de faire un seul bâtiment. Dès qu'on l'analyse, on le groupe, on identifie la taille. Et on se dit que pour s'insérer vraiment dans cette topographie, le mieux, c'est d'éclater le programme et identifier chacun des programmes avec un bâtiment différent qui permet de mieux s'insérer dans le rocher. Donc c'est ça le plan masse où nous commençons à retrouver l'aquarium, le serpentarium, la buvette et les centres d'interprétation qui créent une sorte de place au croisement entre l'arrivée de parc national, la continuité de la visite vers le nord d'Ores de Zoo et des autres éléments qu'on trouve au sud et à l'est. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, avec la technologie locale, donc du coup, c'est pour ça que c'était très important d'être sur place. C'est quoi les moyens de bord? C'est quoi les moyens qu'on a à disponibilité là-bas? Donc, du coup, on n'allait pas commander des éléments préfabriqués en Turquie pour les amener faire le tour de l'Afrique et arriver par le port de Sénégal et qui restait retenu un mois là-bas. Donc, du coup, on a dit qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 2 parpaings, 2 bétons, et après, on va essayer de développer la meilleure façade qu'on peut, si possible en terre. Finalement, ce ne sera pas possible en terre, vous verrez le résultat. Mais donc, du coup, les moyens de bord, c'était ça. Qu'est-ce qu'on a à disponibilité dans la ville? C'est 2 parpaings et 2 bétons. Donc, si on les utilise intelligemment, donc on est capable de créer une boîte
comme été créé de partout dans la ville. Du coup, comme ça, tout le monde sait faire. Mais surtout, mettre les efforts pour faire des éléments qui permettent de protéger ces boîtes. Donc, du coup, ces toitures en béton qui sont complètement décollées des boîtes inférieures de façon à créer une protection pour le rayonnement solaire et créer une circulation d'air entre les deux éléments. Vous voyez un peu ici comment ça s'articule pour le serpentarium qui remonte un peu dans la descente de la montagne et comment les différentes coupes permettent de s'adapter aux différents programmes. Cela, c'est les plans techniques pour pouvoir faire ces toitures qui étaient assez complexes, à nouveau avec les moyens de bord. Donc, on a fait les sorts de pro, les documents d'exécution, c'était fait comme ça. Donc, du coup, on avait trouvé une technique pour réussir à créer une surface sur des échafaudages qui étaient vraiment pas stables et comment on devait dessiner les toitures dans l'air pour qu'après les charpentiers soient capables de réaliser le coffrage. Donc, voici la continuité du processus, comment créer les différents poutres, comment traiter le béton pour après les coffrages pour après pouvoir bien décoffrer. Et voici qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, les processus de construction avaient des moments qui étaient un peu est-ce qu'on va dans les bons chemins ou pas. Voici comment on arrivait à dessiner dans l'air les profils des toitures, comment après, ça c'est les sorties d'eau par exemple, comment après les menuisiers venaient s'adapter à ce filet pour arriver à faire ces coffrages et on arrivait à ferrailler et vous verrez, bon, ça c'était l'image de concours et c'était intéressant de le voir dans cette phase de projet. Et voilà. Donc du coup, jusque-là, tout s'était bien passé. Donc du coup, on avait réussi à faire ces toitures qui récoltaient l'eau dans un seul endroit. De cette pointe de récolte, on avait créé un puits avec une conduction qui allait jusqu'au barrage de eaux. Donc du coup, comme ça, les herbivores récupéraient toute l'eau des toitures de eaux. Et on devait faire une façade. On n'avait pas le temps, on n'avait pas de personnes qui savaient le faire en terre. Donc du coup, on était là, on se baladait dans les marchés de la ville. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça. En fait, il y avait une quantité énorme de profils, pas tous pareils, mais c'était ça qu'il y avait à disposition. Et on avait un très bon serrurier. Donc on s'est dit, OK, est-ce que tu es capable de nous faire un sort de moule qu'on puisse l'utiliser de partout dans les bâtiments avec un système qui permet de faire les deux premières et les deux dernières égales, de façon qu'on soit capable de surmonter le coffrage. Et on avait cet effet qui nous rappelait un peu au jeu d'ombre et au jeu de textures qu'on pouvait trouver aussi dans les contextes de Bamako. Et voici une partie de processus pour arriver à cette finition. Et à nouveau, comme l'était la Mecca, ici aussi le chantier, c'était une aventure humaine. C'était grâce à qu'il y avait la compréhension de toutes les personnes qui étaient impliquées dans le chantier, de qu'est-ce qu'on allait chercher, qui permettait que tout le monde s'implique et que ce soit vraiment une aventure commune pour aboutir le projet. Et voici quelques photos de comment ça a fini. Et ça a déjà 10 ans, donc je vous invite, il y a une page Facebook de Zoo de Bamako. Donc c'est assez drôle de voir comment les bâtiments sont habillés différemment ou mettre des jeux d'enfants à côté et comment ça vit encore. Ensuite, je vais vous expliquer un projet sur lequel je travaille aujourd'hui aussi, à nouveau avec la Fondation Aga Khan. Et ça que je ne vous ai pas fait le lien, c'est pourquoi j'ai eu l'opportunité de travailler avec la Fondation Aga Khan. C'est par hasard, c'est parce que le voyage que j'avais fait dans l'Ouest africain, mon pote avec qui je suis parti, il a resté vivre au Mali. Quelques années plus tard, il a rencontré des gens de la Fondation Aga Khan et c'est comme ça qu'on a eu accès au projet de Zoo et plus tard à ces projets au Pakistan. C'est un projet à Lahore et pour l'instant c'est une faisabilité pour voir comment intervenir sur un site historique, le fort de Lahore, pour intégrer un musée dans la zone de palais d'été, de Summer Palace. Donc pour vous expliquer un peu, bon, voici où nous sommes, donc l'Inde, le Pakistan.
les principales villes Mughals. En fait, on va intervenir sur des constructions des Mughals. Donc, du coup, Agra, Delhi, Fatehpur Sikri et Lahore. Donc, du coup, après, il avait aussi Islamabad. Comme je fais un peu dans tous mes projets, la première chose à faire, c'est l'analyse climatique de là où on intervient, qu'est-ce qui se passe, où nous sommes, humidité, vent, rayonnement solaire. Donc c'est toujours presque un sort de première étape essentielle. Voici la ville de Lahore. Nous sommes là-haut, là où il y a le fort, qui est un peu la pointe de lance de World City Center, que c'est la ville emmuraillée de Lahore, qui a d'un reste architectural très intéressant. Et ça, c'est le fort, et nous intervenons sur cette partie-là. Comme vous le voyez, donc c'est des architectures assez particulières, assez drôles, qui se développent pas seulement en surface avec différents niveaux, mais aussi au niveau de sous-sol. Et c'est justement ça, l'opportunité que nous avons d'intervenir dans un site UNESCO. Donc le but, c'est de trouver un musée dans les galeries de Summer Palace, tout en cherchant comment rentrer. La problématique, c'est comment rentrer sur cette complexe, qui c'est une succession de différents patios, jusqu'à arriver à cette sorte de place que c'est la Shiz Mahal. Mais le Summer Palace est à l'intérieur, parce que dans les Mughals, toutes ces successions, quand les rois arrivaient ici, donc prenaient son éléphant, montaient par là, descendaient ici de l'éléphant, passaient à un autre niveau de sécurité. Il avait cette première cour, passait à un autre niveau de sécurité. C'était la partie supérieure de son palais, et il descendait vraiment là pour retrouver son espace de repos, mais vraiment protégé avec tous ces niveaux de sécurité. Ici, vous voyez les galeries. Donc, comment on arrive, parce que là, ça, c'est la superposition entre les deux niveaux pour bien comprendre comment le bâtiment est fait. Et donc, comment on arrive à faire un musée pour arriver dans ces galeries? Quand je suis arrivé au projet, il y avait déjà cette première proposition, que c'était de rentrer par cette cour existante, créer une sorte de dispositif d'accueil et par les moyens des escaliers, arriver sur la première galerie du palais. Moi, j'étais pas super content avec cette proposition parce que c'était la meilleure galerie, la meilleure conservée, et c'était dommage d'arriver comme ça depuis le bas et perdre un peu ses caractéristiques architecturales. Mais donc, du coup, c'est là que le projet il est parlé. On a fait des sondages et on a trouvé des bains incroyables qui sont juste là. Donc, du coup, tout de suite, cette proposition a été mise de côté. Et on a cherché des autres. Donc, du coup, les seuls endroits où on pouvait vraiment actuer, c'était vraiment sous les escaliers des éléphants. C'est vraiment comme ça, les adipaers, c'est les escaliers des éléphants. Donc, c'est que là, entre deux murs structurels assez importants, qu'on pouvait vraiment faire vider et aller trouver ces points d'entrée dans les galeries pour pouvoir développer les musées. Ici, vous voyez un peu en silhouette cette cube, comment on arrive au niveau des galeries, qui est montré ici comme un fantôme. Mais voilà, c'était pas satisfaisante l'option. Donc, en réfléchissant à tout le système de cours, donc on s'est dit, et pourquoi pas retrouver le portail qu'il n'y avait pas avant. Et comme ça, on accède sur une nouvelle place et à partir de là, on développe l'accès depuis ici. Mais c'était une option très sensible parce qu'on est dans son site UNESCO. Mais on a essayé d'y aller loin pour voir comment, voici, vous voyez, comment on peut arriver à retrouver ce nouveau portail et réaliser l'accès par ici. Le projet en soi, en termes de fonctionnement, c'était assez sage et c'était presque la meilleure option, mais comme je vous ai dit, c'est très sensible de comment montrer des nouvelles architectures sur un tel contexte. Donc on l'a mis de côté. Une nouvelle proposition, donc pourquoi pas de faire un peu une opération entre guillemets Louvre. Donc on prend la place centrale, on l'escave, on fait un accès par la baraque qu'avaient fait les Anglais et à partir de là, on retrouve un grand espace d'exposition avant de rentrer dans les galeries. Mais comme toujours dans ces projets, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute une série de sondages qui ont permis de découvrir les différents strates qui étaient présents. Je vais passer un peu vite pour
peut s'épargner les détails, mais on était capable de voir les différents estrades des différentes dynasties qui avaient intervenu sur le fort. Et cela nous a permis de vraiment identifier les zones sensibles. Vous voyez ici un peu, ça c'est le niveau de la cour et à quel niveau on retrouvait les différents restes archéologiques. Il y avait une partie qui se développait sous la baraque des Anglais, il y avait des autres parties qui commençaient dans la place et on avait les intuitions de par où on avait des structures avec les différents sondages qu'on avait faits. Et cela nous a fait écarter, mettre de côté complètement cette proposition pour aller finalement vers l'option qui est aujourd'hui celle qui va vers l'avant, qui c'est d'accéder, je ne me suis pas expliqué parce que c'est assez l'histoire de Fort, mais cette première cour avait été démontée pendant la colonie des Anglais et ils avaient créé cette sorte de rampe énorme avec un grand mur en briques de ces côtés-là. Donc la décision c'était on va créer un tunnel en accédant à travers de ces murs des Anglais, de façon à développer ici tout l'accueil du musée et à rentrer sur ces points qui étaient l'idéal pour après faire la visite dans le Summer Palace et que les gens après continuent la visite du site pour arriver jusqu'à la Taj Mahal. Donc cela a demandé de comment on intervient dans une architecture tellement symétrique et tellement maîtrisée comme c'était l'architecture du Mughal. On a étudié tous les relations de façade entre la façade existante et la façade perdue. On a des traces dans les murs existants des limites de ces espaces. Donc cela nous a fait pointer vraiment de doigt lequel est le point d'accès le plus intéressant et à partir de là, avec les peu d'espace que nous avons sous ces escaliers d'éléphants, donc comment on était capable de créer une circulation dans un sens pour connecter avec le musée et la circulation des sorties qui se matérialise avec une sorte de double escalier, d'accord, une qui monte pour aller vers l'entrée et une qui descend pour faire le chemin de sortie. Vous le voyez un peu ici, comment ça se passe, ces grands espaces en double escalier, mais c'est mieux de le voir en coupe. Okay, donc voilà comment on arrive à monter. Et ici, c'est la galerie qui nous connecte avec le Summer Palace. Et le grand avantage de cette solution, c'est qu'on reste tout le temps en sous-sol. Donc on ne montre rien d'une architecture contemporaine, mais c'est que là, à l'intérieur, qu'on va essayer de s'exprimer, qu'on va essayer de trouver un peu comment exprimer cette grande hauteur, ces points d'entrée de lumière pour donner une qualité spatiale sur cette nouvelle entrée. Ici, vous voyez bien le fonctionnement, comment on arrive dans cette première cour, comment on accède sur cette double escalier et à partir de là, on fait la circulation dans les galeries. En plus de ça, la cour va devenir un grand espace d'attente. Donc, on fait un travail en récupérant tous les travaux des tentes des Mughals. En fait, les Mughals, c'était une dynastie itinérante. En fait, le roi partait de Delhi et arrivait à Lahore quelques semaines plus tard. Donc, il y avait toujours un avancé des gens qui voyageaient avec le roi, qui s'avançaient de quelques kilomètres, montaient la tente, le roi arrivait. Il y avait déjà une autre équipe qui montait une autre tente, donc du coup, était assez récurrent, autant dans les palais physiques et les palais itinérants, ces travaux avec les protections solaires et des tentes démontables. Et voici quelques études de comment ces espaces pourront travailler un peu les entrées des lumières et l'accès jusqu'à les salles de projet. Et pour terminer un peu ce parcours, donc du coup, vous avez vu, j'ai eu la chance de toucher autant un projet neuf que de la réhabilitation, en plus avec des éléments assez chouettes. Ici aussi, en France, j'ai pu travailler aussi sur la réhabilitation et restructuration du musée zoologique de Strasbourg, à nouveau un site classé. On travaille aussi dans le sud-ouest pour transformer un petit palais des évêques en petite salle de fête pour la commune. Mais là, pareil, j'ai eu la chance de revenir sur quelque chose qui nous plaît toujours, au moins de travailler aux architectes, c'est le logement. Et après les expériences de la Mecca, après tout ce béton coulé, donc on essaye de faire différemment et on essaye d'apprendre à nouveau. Donc du coup, on est missionné pour faire des logements qui en plus sont des logements coopératifs, un modèle qu'en Catalogne surtout commence
vraiment à prendre. Donc, c'est dans la plupart des cas, c'est de terrains, de sites qui appartiennent à la ville. Donc, du coup, il y a des associations de personnes qui se mettent en commun, s'établissent en termes de coopératives et arrivent à avoir la cession d'usage de ces terrains pour bâtir un bâtiment qui pourra être là, entre guillemets, pendant 75 ans. Donc, du coup, il y a une cession d'usage de terrain municipal pendant 75 ans. Voilà, à nouveau de comprendre, on est climat méditerranéen, on est à Vilafranca, ce n'est pas Barcelone. À Barcelone, on a un taux d'humidité qui est légèrement plus important qu'à Vilafranca, et c'est cela qui va nous permettre de faire un atrium bioclimatique qui fonctionne mieux qu'à Barcelone. Je vous explique un peu plus tard. Et en gros, la problématique du projet, c'est ça. En fait, la prévision pour c'est cette parcelle ici. En fait, c'est une parcelle qui c'est un rectangle et on peut vraiment tout colmater avec de la construction. Après, il faudra décider qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons de logements traversants ou pas? Et c'est des contraintes qu'on va se mettre nous-mêmes pour voir comment travailler ces rectangles de 22 par 28 mètres. Donc, comme vous voyez, ce sont des épaisseurs assez conséquentes. Et comme on arrive à faire des logements traversants, donc du coup, on crée une faille au milieu. On essaye de maîtriser bien la taille de cette faille. On arrive à trouver l'échelle d'une ruelle de centre-ville de Vilafranca, donc aux alentours de 6 mètres. Et à partir de là, on se dit que c'est une nouvelle rue qui va nous permettre de ventiler aussi vers cette faille. On la complète, on génère toutes les circulations qui permettent d'accéder à tous les bâtiments. On étudie la trame qui nous permet d'insérer les noyaux humides de façon rationnelle dans les deux ailes de bâtiments. On s'inspire des séquences d'espace avec des références comme celle de Sophie Delay, dont c'est sûr que vous avez déjà entendu parler. Et on arrive à créer ce type de typologie qui permet de répondre aux besoins de la coopérative, d'avoir de logements pour une seule personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc, du coup, ici, vous voyez une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Avec le même système, on arrive à le développer. Donc, ça, c'est le rez-de-chaussée. Je vais passer vite ça pour aller vers le projet. Voilà, et donc, du coup, et en plus, surtout, avec une intention la particularité des logements coopératifs, c'est qu'au-delà de sa maison à soi, c'est surtout un esprit de partage. Et cela permet de concevoir des espaces communs qui sont vraiment l'atout de ce type de logement. Donc, du coup, il y a bien sûr un espace de machines à laver partagé, il y a des espaces de réunion, il y a des espaces de travail, il y a des chambres d'invités que les gens peuvent entre guillemets, réserver à certains points de l'année. Et surtout, il y a la récupération de la toiture comme un espace de partage et d'échange aussi avec l'environnement, avec le dispositif de l'atrium bioclimatique que je vais vous montrer. Ça, c'est des images d'inspiration de qui d'autres avaient travaillé déjà avec ce type d'espace. On s'est fait accompagner des bureaux d'études qui nous ont permis de maîtriser vraiment le fonctionnement de cet atrium bioclimatique, comment en hiver, on arrive à réduire énormément les besoins de chauffage grâce à que cet échange avec l'atrium permet d'avoir un air préchauffé et surtout une façade qui les besoins d'isolation sont moindres. Et comment on est capable de créer toute une circulation d'air qui va nous permettre de contrôler la surchauffe. Voici le projet final, comment on décide de ne pas... En fait, on a beaucoup travaillé avec la ville pour réduire les besoins d'espace de parking pour les voitures. Selon la réglementation, on avait besoin de triple de voitures. Cela nous obligeait à creuser un niveau de sous-sol, ce qui était très cher et pas souhaitable parce que la coopérative n'avait pas besoin. Donc finalement, on a réduit énormément le besoin. Donc on a fait un petit parking ici. Ça, c'est l'espace, c'est la salle commune où il y a une cuisine qui permet de faire des grandes réunions et un hall d'accueil qui est traversant avec un point de contact avec l'atrium bioclimatique que vous allez voir tout à l'heure et qui permet vraiment de faire cette aspiration d'air à travers toute la surface minérale
de rez-de-chaussée. Le bâtiment, c'est un bâtiment en bois. Donc, du coup, on va construire en bois entièrement. C'est pour ça que la trame que vous avez vue tout à l'heure était une trame qui était déjà pensée en bois, mais jusqu'au premier étage, c'est du béton. Déjà que nous avons du béton, donc on profite énormément de l'inertie qui nous apporte en contact avec le terrain, cette grande surface de béton. Et c'est pour ça que l'entrée d'air vers l'atrium bioclimatique va s'imprégner de toute cette minéralité pour arriver, ça c'est le premier étage. Comme vous le voyez, c'est une sorte de rue. Nous, on parle que c'est la ruelle de la coopérative. Donc, elle est en contact avec l'extérieur ici. Ici, c'est le point d'entrée de tout l'air qui vient de cette hall d'accueil vraiment traversant. Et tous les logements arrivent à se connecter sur cet espace partagé. Entre cet espace partagé principal et les logements, comme vous le verrez aussi dans les étages supérieurs, il y a un petit espace tampon qui permet de faire un peu cette étape entre ton logement traversant et l'espace partagé. Et comme vous le voyez, peu importe si vous avez 3 pièces, 2 pièces ou 1 pièce, vous avez toujours un séjour qualitatif qui est équivalent. D'accord ? Donc, du coup, même si vous n'avez qu'une seule pièce, vous allez avoir le même séjour que ceux qui ont 3 pièces, par exemple. Vous voyez ici, il y a les 3 pièces. Voici comment ça se développe sur le reste des niveaux. Et je vais y aller. Bon, ici, vous voyez un peu toutes les typologies, comment avec le même système, la même trame, on arrive à articuler en étant vraiment ordonné et organisé avec toutes les zones humides, comment les unes s'articulent par rapport aux autres. On est capable de respecter cette radicalité dans le rythme de séjour. Et ici, vous voyez une image de cet atrium bioclimatique où on peut identifier voilà, les points d'entrée de l'air, les points de sortie de l'air que vous verrez maintenant en coupe, un ventilateur pour créer la déstratification de l'air à différents moments de l'année, selon la direction de ce ventilateur, et les connexions avec la rue en pointe de l'atrium. Et voici qu'est-ce que ça donne à l'extérieur. Donc, du coup, c'est toujours c'est des logements très économiques, faits avec un budget très réduit. Ici en France, c'est impensable. Même en Espagne, c'est compliqué. C'est un peu moins de 1 400 € le mètre carré. Donc, on travaille qu'avec des matières vraiment pures et industrielles. Et je voulais faire vraiment remarquer la récupération de ces éléments de contrôle solaire. C'est des choses qu'on va voir avec mon groupe un peu cet après-midi. Comment on arrive à contrôler le soleil. Comment on arrive surtout à faire que notre façade soit active, qu'il n'aille pas un élément fixe qui sert soit pour l'été, soit pour l'hiver. Donc, à nouveau, c'est dans le vernaculaire qu'on trouve des persiennes en bois qui sont capables de s'enrouler. Donc, du coup, on le fait, nous, à demande, c'est l'utilisateur qui est capable de le monter. En plus, on crée des dispositifs dans les balcons. Hop, ici. Ces dispositifs de balcon, ça recrée les balcons traditionnels parce que ces lames, ils sont une section qui permet que du moment où on la met en incliné, en fait, on a la vision à travers. Donc, on ne se ferme pas, ça permet la ventilation, ça empêche vraiment l'entrée de soleil. Et voilà, c'est nous à demande qu'on contrôle et on maîtrise et on réagit avec l'environnement. Et voici le fonctionnement de l'atrium bioclimatique. En fait, comment on arrive grâce à toute cette surface d'inertie, que je vous disais que c'était la dalle en béton de premier étage, plus toutes les fondations et la finition en béton que nous avons au rez-de-chaussée, qui permet, grâce au passage de l'air par ici, de se refroidir légèrement, mais c'est surtout la vitesse de circulation qui génère la dépression dès qu'on ouvre en partie haute l'atrium bioclimatique, qui permet d'avoir cette sensation de rafraîchissement l'été. Très important du coup, qu'est-ce qui se passe en partie haute? Il faut que ce soit une surface qui soit capable de capter énormément d'énergie en hiver, mais qui se protège du soleil en été. Ici, par exemple, comme vous le voyez, on est protégé grâce à de rideaux issus de la technologie agricole. Donc, du coup, en fait, ça, c'est une serre.
et on utilise de rideaux motorisés qu'on utilise dans les serres agricoles. Et donc, du coup, c'est des entreprises qui travaillent dans les serres agricoles qui vont venir monter ça. Et de que nous sommes en hiver, donc c'est au contrario. Donc, du coup, on enroule ces protections. Il y a tout le rayonnement solaire qui arrive dans cet espace et nous permet d'avoir cet atrium avec une sorte d'espace tampon, de température tampon qui permet de faire l'impasse entre la température intérieure de logement et la température extérieure. Et si vous voulez le voir dans la coupe dans l'autre sens, comme ça vous comprenez un peu mieux le bâtiment, vous voyez qu'ici, on est à nouveau en été, donc du coup on s'est protégé du soleil, on renvoie tout l'ensoleillement qui vient par la toiture, de façon à mieux profiter de la fraîcheur qui peut venir de la circulation d'air inférieure. Et en hiver, voici qu'est-ce qui se passe. On a l'ensoleillement direct. Et ici, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans l'image. Ici, nous avons un sort d'étrange mur en béton qui traverse l'espace. Donc, on a fait toute cette structure en bois. Et finalement, il apparaît un mur en béton un peu étrange, mais c'est parce que c'est un mur d'inertie. Et la façon la plus simple de le construire, c'était de le faire en béton, qu'on va coffrer directement sur les planchers en bois, et avec la grue, on va le relever. Et comme vous voyez dans la coupe, le principal avantage, c'est que c'est la face la plus exposée. Donc, du coup, en hiver, il sera capable de magasiner énormément d'énergie qui va recevoir pendant toute la journée. On rappelle, voilà, on est en Espagne, donc ce n'est pas du tout négligeable l'énergie qu'on peut capter même en hiver. Et comme ça, la nuit, on sera capable de la restituer doucement. Donc, du coup, c'est un élément qui nous permet de gérer, grâce à son inertie, la température de bâtiment. Donc, voici un parcours, voici les doutes qu'on a tout au long d'une carrière. On est formé d'une façon, les mondes évoluent, on a des nouvelles sensibilités. Vous allez être formé déjà avec cette sensibilité de base. C'est sûr que d'ici 20 ans, vous allez voir les choses que vous n'aviez pas prises en compte, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles sensibilités qui arrivent. Donc, il faut être surtout attentif et réactif pour arriver à s'adapter, et surtout ne pas laisser passer les trains de ces nouvelles architectures qui arrivent. Et voilà, donc le chantier vient juste de commencer, donc j'espère que bientôt on pourra vous montrer plus de images. Je ne sais pas s'il y a des questions ou... Non. Merci. Si vous... Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui. Bonjour, bon, je ne suis pas étudiante au workshop, je suis monitrice, mais merci pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment intéressante par rapport à votre évolution surtout. J'ai vu qu'au début, vous étiez beaucoup axé béton, vu que c'est ce que vous aviez appris, mais qu'au fur et à mesure, en fait, vous avez su vous adapter et avoir une certaine sensibilité sur la question climatique. Et je me demande, en fait, comment s'est fait votre évolution, vu que vous avez appris vraiment à construire avec du béton, c'est comme ça que vous avez été formé. Au fur et à mesure, comment vous avez fait votre transition pour arriver à avoir cette sensibilité-là? En fait, ce n'est pas qu'on a été formé avec le béton directement. On se rend compte après, quand on essaye de basculer sur des autres systèmes, qu'on se rend compte. Attends, mais on n'a pas les réflexes qui sont les bons. Donc, du coup, tout d'abord, en fait, après la MECA, comme je vais expliquer tout à l'heure, donc voilà, il y a eu un grand questionnement et j'ai fait une formation, un diplôme universitaire en construction éco-responsable, qui a permis qui était assez généraliste, mais que c'est une plateforme de lancement pour pouvoir explorer après par soi-même des autres techniques, des autres façons de construire. Et finalement, ça n'a été que la pratique qui m'a permis de vraiment avancer sur ces nouvelles techniques, comme par exemple la construction en bois. Et il faut se faire accompagner très bien.
pour les bâtiments de logement à Villafranca. En fait, finalement, c'est grâce à avoir de nos côtés un grand ingénieur structure spécialisé en bois et un bureau d'études énergétiques très pointu, mais surtout très radical dans l'efficience énergétique, qui nous a permis de vraiment pousser les limites, apprendre beaucoup, donc du coup apprendre que si en béton on a des écarts structurels entre 5 et 6 mètres et on est plutôt confort, donc du coup avec le bois, dès qu'on passe des 3,5 mètres, on commence à ne, ce n'est pas que ne soit pas possible, c'est qu'on commence à ne pas être économique. Donc voilà, c'est ce type de petites astuces qu'on apprend au fur et à mesure, et dès qu'on fait face au problème, on est capable de mieux lire les bâtiments qui sont déjà construits. Donc on comprend mieux pourquoi des bâtiments, des logements en bois ont de séjours qui sont plutôt étroits. C'est quoi les qualités spéciales outre qu'on est capable de trouver donc dans ces structures. Donc voilà, c'est... En tout cas, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Donc merci beaucoup alors pour l'attention. Merci. Et du coup, on se retrouve à 14h ici pour une nouvelle conférence et puis on retournera en workshop. À tout à l'heure.